Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la corruption et censure des médias grand public par Macron et les milliardaires. Aujourd'hui, le sujet est très clair, les médias grand public sont corrompus et censurés. Je pense que l'information n'est pas nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais nous allons décrypter en profondeur cette corruption et censure organisée. En parlant de censure, ma vidéo d'hier fut complètement bloquée en diffusion. Elle partait très bien au début, pendant 1 heure, beaucoup de monde l'a visionnée et l'a partagée, et après 1 heure, le nombre de vues a chuté d'un seul coup de 50 vues par minute à 2 vues par minute sans jamais se relever. J'avais posté aussi sur plusieurs groupes et j'avais des nouveaux j'aime presque toutes les secondes. Et pareil, en même temps, tout s'est arrêté. Alors s'il vous plaît, partagez massivement pendant la première heure, car il semble qu'après, je suis bloqué. Merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser que toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Le syndicat national des journalistes de France Télévisions a envoyé une lettre à sa direction le 9 avril 2020 pour se plaindre de la ligne éditoriale pro-gouvernementale du groupe sans plus aucun sujet d'investigation. Cette lettre est un vrai régal de vérité dont je vais vous lire quelques extraits. La direction de l'information de France Télévisions assume la ligne éditoriale qu'elle a fixée. Il s'agit pourtant trop souvent d'un discours unique et formaté relayant la communication gouvernementale. Les éditions nationales de JT, en particulier le 20h de France 2, sont transformées en un interminable défilé de ministres et responsables politiques, La République en marche. Mais rien aussi peu sur les responsabilités et devoirs du pouvoir politique. Aucune mise en perspective des faits. Pourquoi avoir négligé pendant des mois les grévistes de l'hôpital public qui réclamaient des moyens supplémentaires? Fallait-il organiser le premier tour des municipales? Le gouvernement a-t-il sous-estimé les alertes? Les occasions d'enrichir l'offre éditoriale, de proposer une mise en perspective et de garantir le pluralisme des idées sont nombreuses, même en période de crise. Des citoyens, des syndicats, des associations s'inquiètent des risques de dérive de l'État démocratique au travers des pleins pouvoirs accordés au ministère de l'Intérieur et à de possibles contrôles à distance des déplacements. Ces interrogations n'ont que peu d'écho dans nos journaux télévisés. Des hôpitaux ouvrent des cagnottes en ligne pour récolter des fonds et améliorer le quotidien des patients et des soignants. En France, un des pays les plus riches du monde, comment un pouvoir politique a-t-il pu faillir au point d'obliger l'hôpital public à faire appel à la générosité des citoyens? Pourquoi d'autres pays ont-ils choisi une politique différente pour les tests de dépistage et l'utilisation des masques? Retour sur les discours économiques présentés parfois sur nos plateaux comme réalistes et indispensables, entre guillemets, et qui préconisent depuis des années la diminution des moyens alloués aux services publics et notamment aux hôpitaux. Rien de plus à ajouter, même certains journalistes commencent à comprendre que les puissances financières gouvernent notre État vers une dictature de la pensée. Selon l'Institut Kantar, qui analyse la crédibilité des médias, seuls 40% des Français estiment que les informations à la télévision reflètent bien la réalité. Et ceci au 15 janvier 2020, donc avant la crise. Cette confiance du public s'est évidemment complètement effondrée maintenant avec la crise et les informations mensongères balancées en boucle sur les médias grand public. Aujourd'hui, ce sont les milliardaires qui nous informent. En France, une poignée de milliardaires contrôle 90% des médias. De nouveaux acteurs ont fait leur apparition comme Vincent Bolloré, Xavier Niel et Patrick Drahi en 2016. Patrick Drahi est la 57e fortune mondiale, 3e fortune française. Drahi pèse plus de 20 milliards d'euros. Son groupe Altis Media est devenu l'un des principaux acteurs financiers du marché de la presse et des médias. Il possède entre autres l'Express, l'Expansion, Libération, ainsi qu'une autre vingtaine de torchons. Il possède également la fameuse BFM TV, la chaîne numéro 1 de la désinformation, ainsi que RMC et le groupe Next Radio. Drahi détruit le journalisme d'investigation à coup de réduction des coûts et de plans sociaux. Il fait faire par exemple des copier-coller d'articles d'un journal à un autre en cultivant la pensée unique. Je rappelle que ce gars habite en Suisse et on comprend bien son avantage. En plus de payer beaucoup moins d'impôts qu'en France, toute la comptabilité devient totalement opaque grâce au secret du système bancaire en Suisse. Aujourd'hui, 5 des 7 quotidiens nationaux sont la propriété de 4 des 10 plus grandes fortunes du pays. Bernard Arnault possède Les Échos et Le Parisien, Serge Dassault possède Le Figaro, Patrick Drahi, Libération et Xavier Niel possède Le Monde. Seuls les quotidiens de La Croix et l'Humanité sont indépendants des milieux industriels et financiers à l'heure actuelle. Les chaînes de télévision et de radio, la presse magazine et la presse spécialisée sont contrôlées par des conglomérats industriels comme Bouygues, par exemple, et la presse régionale est sous l'étroite dépendance des banques comme le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Les plus grands magazines français aussi comme l'Express, l'Obs, Le Point, Paris Match appartiennent tous à des milliardaires. Et la particularité de ces milliardaires, c'est qu'ils travaillent tous en collaboration avec le gouvernement sur des marchés publics
Donc on comprend très facilement leur intérêt à être dans la ligne éditoriale du gouvernement, sous peine de perdre de très gros marchés juteux à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Parmi eux, par exemple, Vincent Bolloré, l'homme qui avait prêté son yacht, le Paloma, à Nicolas Sarkozy juste après l'élection présidentielle en 2007. Vincent Bolloré est devenu le premier actionnaire de Vivendi. On a pris la présidence du conseil de surveillance avec celle de Canal+. Dès son arrivée, il a mis son nez dans les programmes de Canal+, et a renouvelé quasiment toutes les directions de la chaîne. Les guignols de l'info sont passés en crypté avant d'être totalement arrêtés. On peut encore très bien imaginer pourquoi. Les guignols étaient suivis en France et possédaient une ligne éditoriale totalement libre. Ils avaient donc une critique très acerbe envers les gouvernements. Il devenait donc très urgent de les arrêter. Des têtes sont tombées également comme celle de Patrick Menet, le monsieur Zapping de Canal+, coupable d'avoir passé des extraits d'une enquête sur l'évasion fiscale du Crédit Mutuel, diffusée sur France 3 après avoir été interdite sur Canal+. On peut voir encore comment les milliardaires se protègent entre eux sur l'évasion fiscale. Il fut viré et attaqué au tribunal par Bolloré, ce qui l'a empêché d'aller au prud'homme depuis 2020 et de toucher ce que Canal+ lui doit. Patrick Menet a déclaré: Vincent Bolloré me poursuit au civil et au pénal pour abus de confiance et contrefaçon. J'ai même été mis en examen, convoqué, interrogé et fait de la garde à vue cette année. On a fait un recours en annulation, mais c'est un vrai combat. Il a une armada d'avocats. On verra bien à la fin. Même si ça va être long, il faut se défendre. Dans l'histoire, je suis le mouton noir qu'on a viré avec un coup de pied au cul pour faute lourde. Le journal Le Parisien lui avait demandé: en mai 2007, votre licenciement pour faute lourde a été invalidé. Avez-vous obtenu vos 27 ans d'indemnité depuis? La réponse de Patrick Menet: non, ils ont fait appel et si l'appel est rejeté, ils iront au Conseil d'État. Après ça, mon dossier pourra enfin aller au prud'homme. On peut comprendre l'acharnement de ces criminels qui se permettent tout et les liens d'intérêt qui les unissent avec le gouvernement. Donne-moi des marchés publics et je ferai tout pour sortir des informations qui vont bien arranger le gouvernement. Le magazine spécial Investigation sur Canal+ avait vu également nombre de ces sujets totalement censurés. La direction des programmes de Canal+ avait décidé de déprogrammer par exemple le documentaire Hollande-Sarkozy, la guerre secrète, qui devait être diffusé le 28 septembre 2016 dans le cadre du magazine. Ce documentaire, qui avait nécessité plusieurs mois d'enquête, racontait les coulisses de la guerre de communication, coups bas, rumeurs, cabinet noir, à laquelle se livraient François Hollande et Nicolas Sarkozy. Cette déprogrammation avait eu lieu après la censure du documentaire Évasion fiscale, une affaire française, consacrée au Crédit Mutuel demandé par Vincent Bolloré et les reproches formulés par le patron de Canal+ concernant une enquête sur l'Olympique de Marseille. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie, car nous allons parler des lois en vigueur du général de Gaulle sur la liberté de la presse qui sont totalement bafouées, ignorées, combattues. Et enfin, en dernière partie, ce sera explosif. Nous allons parler des liens consanguins de Macron avec la presse et des pressions énormes sur les journalistes qui essayent de faire leur travail. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. La première ordonnance prise par le général de Gaulle le 6 mai 1944, prise par le gouvernement provisoire de la République française, réaffirme la liberté de la presse. Les ordonnances des 22 et 26 août 1944, prises très peu de temps après le début de la libération de la France, fixent les critères économiques, financiers et moraux pour la réorganisation du secteur de la presse écrite. Celle du 26 août 1944 a pour objectif de sanctuariser la presse vis-à-vis des puissances de l'argent et de l'influence de l'État, tout en assurant l'indépendance des journaux et leur transparence, afin que la presse devienne une maison de verre. La Fédération nationale de la presse française, FNPF, adopte en novembre 1945 une déclaration des droits et devoirs de la presse qui affirme que la presse n'est pas un instrument d'objet commercial, mais un instrument de culture. Et comme on peut voir, le général de Gaulle était un homme respectable, droit dans ses bottes, au contraire de tous ces politiciens maintenant qui lui rendent hommage alors qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Pendant la campagne présidentielle 2017, Emmanuel Macron avait défrayé la chronique par la complaisance sans précédent des médias à son égard, allant parfois jusqu'à l'adoration. Patrick Drahi, le plus gros patron de presse à l'heure actuelle, était l'un de ses plus fidèles partisans et enchaînait les unes à la gloire de Macron pendant les élections. Je rappelle que Macron avait facilité le rachat de SFR par Drahi avec un contrat de 14 milliards d'euros. Macron, bien évidemment, l'a remercié en octobre 2016. Bernard Mourad, PDG de SFR France,
propriété de Patrick Drahi, a intégré l'équipe de campagne du candidat devenu président. En juin 2016, François Pinault, propriétaire du Point, avait déclaré dans un entretien au Monde que Macron, selon lui, ne comprenait pas les petites gens et qu'il craignait que le président mène la France vers un système où on oublie les plus modestes. Le gouvernement n'avait pas tardé à riposter par la voix de Benjamin Griveaux, pointant du doigt l'ironie de la situation. Un mania de la presse milliardaire exilé fiscal s'intéressait soudainement aux petites gens. François Pinault est alors très vite rentré dans le rang en regrettant ses propos et indiquait qu'il éprouvait une grande admiration à l'égard de l'action menée par Emmanuel Macron. Comme c'est bizarre, et oui, il s'est douté que le soldat Macron avait d'énormes puissances financières derrière lui et que le milliardaire pourrait passer un très mauvais moment. En mars 2018, Bertrand Delay était élu par le bureau de l'Assemblée nationale pour prendre la tête de la chaîne parlementaire, LCP. Il est publiquement reconnu comme étant un proche d'Emmanuel Macron. Il a notamment réalisé le documentaire En marche vers l'Elysée, documentaire très complaisant avec le nouveau pouvoir qui avait été diffusé sur France 2 très peu de temps après l'élection. En avril 2018, c'est au tour de Sybille Veil, camarade de promotion de l'ENA d'Emmanuel Macron, d'être nommée présidente de Radio France. Elle avait auparavant travaillé pour Nicolas Sarkozy. En juin 2018 est arrivée la loi Fake News. Depuis le vote de cette loi, les juges des référés peuvent désormais être saisis pour faire cesser la diffusion d'informations considérées comme fausses, fake, pendant les 3 mois qui précèdent un scrutin. De même, le CSA pourra ordonner la suspension de la diffusion d'un service contrôlé par un État étranger s'il diffuse de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer la sincérité d'un scrutin. Bien sûr, la chaîne RT, Russia Today, est en ligne de mire. La question d'objectivité de l'information se pose. Quelle différence entre une vraie et une fausse information? Quel critère d'objectivité permet de distinguer entre une fake news et une information vérifiée? Surtout quand le contrôle de ces fake news est géré par de gros groupes de médias français, gérés par les amis de Macron. Les réseaux sociaux, eux aussi, furent attaqués. On pouvait penser qu'ils constituaient le dernier rempart de liberté par rapport à la presse privée dominée par les puissances financières. Mais plus du tout avec la censure des soi-disant fake news sur les réseaux sociaux que je ne peux pas nommer par exemple sous peine d'être censuré. Depuis quelques mois, les médias français sont sujets à un encadrement toujours plus important de la part de Macron et de ses imposteurs, auquel s'est ajouté ces derniers temps une répression policière incroyable contre les journalistes et reporters pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.